Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire vraiment sombre qui a secoué l'Amérique. Charles Manson. Hmm. Imaginez Los Angeles, été 369. C'était la fin de l'insouciance hippie. Et puis, bam! Une série de meurtres hyper violents. Ou une violence inouïe. Et au centre de tout ça, un homme, Charles Manson, et sa famille. Exactement. Alors, on a pas mal fouillé dans les sources qu'on nous a données, articles, analyses, des extraits Wikipédia aussi, pour essayer de comprendre un peu mieux. Oui, l'objectif, c'est vraiment de sortir les points clés. Qui était cet homme, au fond? Comment il a pu avoir une telle emprise, hein? Et pourquoi est-ce que, encore aujourd'hui, cette affaire fascine autant? On va essayer de décortiquer ça, mais en se basant vraiment que sur les documents qu'on a. D'accord. Alors, commençons par le commencement. Charles Mills Maddox. Il est né en 1934. Et son enfance, c'était pas simple du tout. Ah non, loin de là. Mère adolescente, instabilité, les placements en famille d'accueil, en institution. Voilà. Et très vite, la délinquance. Les maisons de correction, la prison, ça devient un peu son quotidien. Les psys de l'époque le décrivent comme agressivement antisocial. Oui, et avec une sensibilité blessée, apparemment liée à un gros manque d'amour, de reconnaissance dans son enfance. C'est assez révélateur. C'est en prison qu'il apprend la guitare. Il se rêve en star de la musique. Un peu obsédé par les Beatles d'ailleurs. Oui, mais ça ne marche pas. Le show business le rejette. Il y a cet épisode avec Terry Melcher, ma producteur connu. Ah oui, important ça. Oui, Melcher refuse de le produire, et ce rejet va avoir des conséquences terribles plus tard. Il s'est même intéressé un peu à la scientologie en prison. Et le truc fou, c'est qu'en 67, il demande à rester en prison. Sa demande est refusée et hop, le voilà dehors, Et il débarque où? à Los Angeles. En plein été 67, l'effervescence hippie, Le timing parfait, en quelque sorte, pour lui. Et c'est là qu'il commence à créer sa famille. c'est ça, un groupe. Assez étrange, une vingtaine de personnes au début. Surtout des jeunes femmes, souvent issues de milieux plutôt aisés d'ailleurs, mais en rupture. En rupture avec leur famille, la société. Exactement. Et lui devient leur gourou, quoi. Il se prend pour le Christ, carrément. Il s'installe au Span Ranch, un vieux ranch de cinéma. Ils y logent en échange de petits boulots, c'est ça. Oui, et ils vivent beaucoup de vols, de petits trafics, ils font les poubelles. On les surnommait The Garbage People. Pas très glamour. Mais comment il faisait pour les tenir comme ça? C'est ça qui est difficile à comprendre. Bah, c'est un mélange très étudié et toxique. Drogue, beaucoup d'LSD, le sexe utilisé comme outil de contrôle, sa musique aussi qui avait un côté envoûtant pour eux, et puis surtout la peur. La peur et une loyauté absolue exigée. Voilà. Il savait repérer les failles chez ces jeunes un peu paumés, il les isolait du monde extérieur, il les coupait de leur terre. C'était une vraie manipulation mentale, une prédation, Et c'est dans ce contexte que naît son idée complètement dingue de Helter Skelter. tirée d'une chanson des Beatles sur l'album blanc. Mais son interprétation n'a rien à voir évidemment. Non, c'est du délire pur. Il y voit l'annonce d'une guerre raciale apocalyptique imminente, Helter Skelter. Les Noirs allaient, selon lui, massacrer les Blancs. Et lui, son rôle dans tout ça. Eh bien, une fois les Blancs éliminés, les Noirs, jugés incapables de diriger, se tourneraient vers lui, Manson, pour prendre le pouvoir. C'est complètement fou. Et pour que ça arrive plus vite, il décide de... De provoquer cette guerre, Exactement. Son plan? commettre des meurtres horribles et faire en sorte qu'on accuse les Noirs. Mettre de l'huile sur le feu, en gros. Et ça nous mène à l'horreur d'août 69. Le 9 août, l'attaque de la villa de Cielo Drive. Oui, l'ancienne maison de Terry Melcher, justement, louée à ce moment-là par Roman Polanski et sa femme, Sharon Tate. Le bilan est terrible, hein. Sharon Tate, qui était enceinte de 8 mois, et 4 autres personnes massacrées. Une brutalité. Ouais. Et ce mot, pig, cochon en anglais, écrit avec du sang sur la porte pour faire croire à un crime lié aux Black Panthers, par exemple. Et ça continue le lendemain. Oui, le 10 août, il tue le couple LaBianca, Leno et Rosemary. Même mode opératoire, même sauvagerie. Et il faut préciser un truc important, Manson lui-même n'était pas présent sur les lieux de ces 2 massacres. Non, mais il était clairement le commanditaire, il a tout orchestré. Par contre, il avait participé directement à d'autres meurtres avant, comme celui de Gary Hinman en juillet 69. L'enquête a eu du mal à démarrer, non? Si. Faire le lien entre tout ça. Oui, au début, il patauge un peu. C'est grâce à une des membres de la famille, Susan Atkins, qui était déjà en prison pour autre chose et qui s'est vantée. Ah, elle a parlé. Elle a parlé à une codétenue. Et ça a permis de remonter la piste. Le groupe est finalement arrêté en octobre 69,
au ranch, d'abord pour des histoires de vandalisme d'ailleurs. Et ensuite, le procès. Un procès qui est entré dans l'histoire. Ah oui, 1970-71, le plus long et le plus cher de l'histoire américaine à l'époque. Et une médiatisation énorme, Avec Manson et ses disciples qui font le show, on peut dire. Provocation constante. totalement. Manson qui se grave un X sur le front en plein tribunal, qui deviendra ensuite une croix gammée. Ses disciples qui l'imitent, rasent leur crâne. C'était le cirque médiatique. Finalement, ils sont condamnés pour meurtre en 71. Peine de mort. Oui, mais coup de théâtre, Ève. La Cour suprême de Californie abolit temporairement la peine de mort juste après. Donc leurs peines sont commuées en prison à vie. Et Manson va y rester jusqu'au bout, mort en 2017. Toutes ses demandes de libération conditionnelle ont été rejetées. Logique. Il a continué à être une figure, problématique même en prison. Et pourtant, c'est fou, mais il est devenu une espèce d'icône culturelle morbide. Comment on explique ça, Eve? C'est le grand paradoxe, oui. Le nom du chanteur Marilyn Manson, c'est une référence directe. Des groupes comme Guns N' Roses ont repris ses chansons. Il y a eu son album Lie. Au cinéma, n'en parlons pas, de Once Upon a Time in Hollywood à plein d'autres films et séries. Même le livre du procureur, Helter Skelter, un best-seller mondial. Et ce marché des meurderabilia, les objets liés aux meurtriers. C'est assez glauque, oui. Je pense qu'au-delà de la figure du mal absolu, il symbolise aussi la fin brutale du rêve hippie. Le côté sombre de la contre-culture. Exactement. Le peace and love qui se fracasse contre une violence nihiliste venue de son propre camp, en quelque sorte. Il incarne cette désillusion, cette innocence perdue des années 60. Donc, si on résume, un parcours de délinquant qui devient gourou, une manipulation sectaire glaçante, des crimes d'une horreur absolue, un procès spectacle, et puis cette empreinte culturelle hyper dérangeante mais durable. C'est ça. Et peut-être que la question qui reste, au fond, c'est comment une figure comme Manson a pu exister. Ça nous interroge sur les mécanismes de l'emprise, sur notre fascination parfois étrange pour le mal, et sur la fragilité des idéaux face à la violence. Comment cette noirceur a pu marquer si fort notre imaginaire collectif. Ça continue de poser question.